Bienvenue dans ce Shinobi no Atan Légende deuxième épisode spécial, un épisode qui s'est fait un peu attendre, car je l'avais annoncé depuis deux longues semaines. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont envoyé des commentaires relativement positifs sur mon dernier épisode. J'avoue que je suis assez content que la question du son vous l'ayez trouvé meilleur que sur mes précédentes vidéos. Je vais tenter de continuer comme ça, et puis voilà, merci encore pour ceux qui m'ont envoyé des critiques constructives, pour ceux qui ont apprécié et qui me l'ont fait savoir. J'ai vraiment apprécié. Bon, alors bien sûr, je laisse pas plus de suspense, hein, comme vous l'aurez tous compris, mon grand invité de aujourd'hui, c'est bien évidemment Alex, connu sous le nom de Ryu no Kenji ou de Meteora. Bonjour, bonjour. Alors, tout d'abord, Alex, si tu pourrais nous parler de l'idée même de la création de ton personnage. Y a-t-il quelque chose qui t'a plus ou moins inspiré pour la création de Meteora et de Udrayo no Kenji? S'il y a quelque chose qui t'a donné envie, qui t'a inspiré pour créer un personnage de ce type-là. Ben, c'est certain que ça fait déjà un très long moment que le personnage existe. Je me souviens plus exactement de l'idée première. Par contre, c'est un concept que je tirais déjà d'un autre forum où ça n'a pas fonctionné, évidemment, mais c'était juste une idée de base, comme quoi je voulais un personnage qui avait plus qu'une personnalité, mais sans tomber dans le stéréotype parfois qu'on voit sur certains personnages qui commencent à se parler avec eux-mêmes, puis qui ont une autre voix, puis qui ont une autre personnalité, puis ça devient un peu comme un syndrome bipolaire, si on veut dire. Moi, je voulais quelque chose de plus euh, profond, plus instinctif. Puis en même temps, je voulais me créer une fondation à même les bases du background du forum. Pour moi, c'est toujours très important de me baser sur l'idée première des racines du forum pour pouvoir me construire par-dessus. Fait que ça me permet vraiment ensuite de donner de la cohérence et de faire des liens avec tout ce qui est dans l'univers du forum. Comme sur Shinobi no Atan, j'ai tiré ma racine du fait que le Furyu, ce qu'on va appeler un jour Furyu, la deuxième personnalité de Ryu no Kenji, avait des liens avec les Uchiwa qui ont disparu, mais sans en être un, sans être lié au Sharingan ou quoi que ce soit, ou tomber dans des stéréotypes de ce genre-là. Donc, moi, mon importance avec mon idée, c'était de me donner beaucoup beaucoup de potentiel de RP, beaucoup de capacité de création, sans tomber dans les clichés, puis sans tomber dans quelque chose qui a déjà été trop abusé ou qui est pas intéressant pour les gens puis pour moi-même de créer. Là. En fait, tu voulais créer quelque chose qui te ressemble, qui n'a jamais été fait à ton goût. Ah ben c'est certain que j'essaie toujours de rester hors des chemins battus. Je j'aime pas ça faire des personnages qui sont euh, trop trop comme les autres. J'allais dire ordinaire, mais c'est pas vrai. Parce que souvent, les gens ont tendance à faire des personnages qui sont extraordinaires, qui ont beaucoup de qualités, qui sont incroyablement intelligents, agiles, beaux, etc. Moi, j'aime ça aussi faire des personnages qui sont fondamentalement erronés, qui ont des problèmes, leur comportement est pas nécessairement exemplaire, puis c'est des humains, en gros, qui ont des problèmes, qui ont des aspirations, qui ont des choses qui les troublent, qui les énervent, etc. Donc, c'est ça que je voulais faire. Un personnage qui soit vraiment atypique par le fait qu'il est ordinaire, qu'il est humain. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnages à vouloir devenir trop spéciaux, ce qui est spécial dans la vraie vie devient de la normalité. Et en fait, tu es parti du principe que la normalité dans la vraie vie devient un cas spécial dans le RP. Oui, c'est à peu près ça. C'est sûr que l'histoire qui se rajoute ensuite à la deuxième personnalité, le Furieux, etc., ben là, ça, c'est sûr que c'est pas normal, c'est pas la base, mais moi, je voyais ça de façon très différente, la personnalité de Ryu no Kenji et l'histoire qu'il y en ait une deuxième. Pour moi, c'était un tout, mais c'était quand même séparé deux parties qui étaient très importantes pour moi dans la création du personnage. D'accord.
Et Ryu no Kenji a d'abord commencé par être un Kumojin qui ne sera pas resté très longtemps et est devenu très rapidement un Nukenin. Ben oui, Avec- oh, oui, non, mais t'as bien résumé ça. À la présentation, il y a Ryu no Kenjin, c'est pas son vrai nom. C'est son Kenji, hein, faut pas qu'on se trouve un Kenji. C'était un Kimojin, c'était un membre du clan Kadoria, c'était le fils d'un lieutenant du premier Hokage, Uryo, qui avait fait la guerre avec Uryo, la guerre entre les Senju et les Uchiwa. Puis Ryu no Kenji, Kadoria Kenji avait grandi au milieu de tout ça. Puis c'était simplement un autre soldat, c'était simplement un autre shinobi, un des derniers, je te dirais, du type traditionnel, l'idée traditionnelle du shinobi qui n'existe plus vraiment sur le forum aujourd'hui, je te dirais. Euh, Puis c'est comme ça qu'il a commencé, mais la guerre a beaucoup troublé son père, puis c'est comme ce qu'on appellerait un choc post-traumatique. Donc, ce qui a motivé, en fait, Kenji à quitter le village, c'était pas une quête de gloire personnelle ou un assassinat ou quoi que ce soit. C'était vraiment plus simple que ça. C'est que la guerre a beaucoup désillusionné son père. C'est pas un peu une espèce de choc post-traumatique, si on peut dire. Son père ne croyait plus au concept des villages. Il était complètement désabusé par ce qu'il avait vu puis par ce qu'il avait fait pendant la guerre. Donc, il a quitté le village. Puis Kenji l'a tout simplement suivi en bon fils. Ça peut sembler bien ordinaire, bien plate, mais c'était vraiment ça à la base. C'était juste ça. Par contre, son père, dès qu'ils ont quitté le village, il l'a laissé là, il l'a abandonné, sans y dire vraiment pourquoi. Puis à partir de ce moment-là, Kenji et son père se sont jamais vraiment revus jusqu'à ce que Kenji apprenne beaucoup plus tard que son père s'était suicidé. Et ça, c'est allé un petit peu trop vite dans l'histoire, je te dirais. Là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Kenji est devenu un Ikenin sans vraiment avoir de cause ni de but précis. Il partageait pas les idéaux de son père. Il était pas nécessairement désillusionné par les villages ou par Kadoria Uryo, ni quoi que ce soit de ce genre-là. À ce moment-là, c'était juste un shinobi qui avait toujours fait comme tous les autres shinobi puis qui se demandait un peu qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie. Puis c'est pas longtemps après qu'il a fait une rencontre qui va changer le cours de sa vie, si on peut dire. Et c'est vrai, une grande question assez intéressante. Comment Kadoria Kenji s'est transformé en Ryu no Kenji? D'où est venu ce changement dans son nom? Pourquoi Ryu no Kenji? Euh, Je pense il n'y avait pas de raison précise. C'était plus parce que, comme tout shinobi en exil, déserteur, Kenji voulait semer un peu ses traqueurs, voulait éviter qu'on le retrouve ou qu'on l'associe à Kumo puis qu'il soit retrouvé. Donc c'est à ce moment-là que, en commençant à faire du mercenariat, parce qu'il fallait bien qu'il gagne sa vie, c'est à ce moment-là qu'il il a changé de nom. Pour Ryu no Kenji. Ryu no Kenji, ça veut dire havre de la tempête. Plus que juste sonner bien, je vous dirais que ça caractérise bien le personnage qui a toujours été comme une tempête qui bouille à l'intérieur. C'est une personne qui exprimait rarement sa colère, mais qui la vivait complètement à l'intérieur de lui jusqu'au moment où ça explosait. Puis c'est ça qui rendait Kenji capable de faire pas juste des grandes choses, mais aussi des atrocités. Ce que peu de gens savent sur Kenji, c'est que même avant d'être Météora, Kenji a tué. Il tuait beaucoup. Il a tué des enfants, il a tué des femmes, il a tué n'importe qui. Il faisait du mercenariat, il faisait de l'assassinat, puis il vivait complètement, puis ça le dérangeait pas. Donc c'est un peu de là que ça vient, je vous dirais, le nom. C'est qu'on sait jamais non plus à quoi s'attendre avec lui. C'est l'œil de la tempête, là. Je vois pas que d'autre façon. J'ai pas pris le temps en RP
de parler de son nom plus que ça, mais c'est comme ça que je le voyais quand j'ai construit le personnage. Et peux-tu nous parler de manière assez globale et rapide de la vie de Ryu no Kenji en tant que Nukenin avant qu'il rejoigne le Kakumegun afin de devenir l'un des créateurs de Suna? Ah ben là, c'est sûr qu'il y en aurait beaucoup à dire. Mais si on peut résumer très rapidement, c'est que Ryu no Kenji va tomber sur les membres de ce qui va devenir le Kakumegon. Kusanagi Nishimura, Manzo, je me souviens plus comment l'autre s'appelle, c'était Kadov, le joueur. Tous ces membres-là, plus précisément Kusanagi, vont lui donner un but dans la vie, vont lui donner une cause qui n'embrasse pas vraiment au final, mais qui donne du but à son existence. C'est ce qui va l'encourager à prendre les profits qu'il fait de ses missions, du mercenariat, puis de les utiliser pour financer les projets de ce qui va devenir très rapidement le Kakumegon originel et non l'unité spéciale qu'on connaît aujourd'hui. C'était vraiment le Kakumegon qui va mener éventuellement à la construction de Suna. Je rappelle qu'à ce moment-là, Ryu no Kenji, malgré tout ce background, c'était simplement un genin. Assez faible, je vous dirais. C'était un shinobi qui n'avait pas un potentiel immense en termes de puissance comparé aux autres. Puis ça, je le dis souvent. C'est un shinobi qui n'avait pas un talent extraordinaire. Et le début du règne de Ryu no Kenji en tant que Sandem se fit par le sang. Hein. En effet, il a tué le Nidem afin de prendre sa place. Une sorte de tradition à cette époque-là parmi les Kazekage. D'où non, je peux pas le nier, c'est vrai. Non, c'est vrai. Pour dire que Kenji a jamais aimé le pouvoir, il a jamais voulu l'avoir. C'est pour ça que même avant de devenir Sandeme, il y a eu au moins 2 occasions de l'être, puis il a refusé le poste à chaque fois où il a refusé l'opportunité. C'est comme ça que Akio est devenu Kazekage. C'est comme ça que Hare est devenu Kazekage. C'est seulement après la tentative d'assassinat de Hare qui est devenu en fait le meurtre ensuite de Hare, qui a accepté de prendre ses responsabilités puis de devenir Sandeme Kazekage. Mais c'est un rôle qu'il n'a jamais voulu assumer puis qu'il s'est jamais considéré capable de faire. Il se considérait pas du tout comme une bonne personne pour mener un village ou mener qui que ce soit. Et peux-tu nous parler un peu des grandes choses qu'aura accomplies Ryu no Kenji en tant que Kazekage? C'est plus facile de... Ça dépend de ce que tu veux dire par grande chose, parce que ce qu'on peut se souvenir beaucoup de Ryu no Kenji, c'est qu'il a maintenu la déclaration de guerre entre Suna et Konoha qui avait été initiée par Hare. Cette déclaration de guerre-là a été née presque uniquement d'un désir de conquête, d'un désir de territoire, etc. Puis aussi parce que Hare considérait que Konoha prenait pas au sérieux la menace de Gogumaka. Il était devenu, si on peut dire, endormi. Qu'est-ce que Ryu no Kenji a fait? Il a maintenu cette guerre-là, qui, même pour lui, avait pas tant de sens, mais il l'a fait quand même. Ce qui montre que les choix de Ryu no Kenji étaient pas toujours logiques au final. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a mené avec toutes les autres Kage l'assaut final sur l'île de la Cendre contre Gogumaka. Au final, c'est pas mal les 2 grandes actions qu'il a faites, à part évidemment les events, etc., la gestion du village, la création du nouveau Kakumegon. C'est pas mal ça qu'il a fait. Et si je ne me trompe pas, c'est Meteora, enfin à cette époque-là Ryu no Kenji, qui est venu à bout de Gyokumaka, chose que tout le monde croyait impossible. Ouais, c'était
c'était pas uniquement l'effort de Ryu no Kenji, mais c'était... Il s'est également battu en compagnie de Miyakodu Onpu, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il était pas seul. Il y avait aussi Yoru, qui était à ce moment-là régent de Kiri, ou Mizukage, je me souviens plus exactement. C'était vraiment un effort concerté, et le fait évidemment de l'équipe spéciale qui a tué l'inhibiteur de Maka, sans quoi il n'y a rien de ça qui aurait été possible. Mais Et à la suite de la mort de Gyokumaka, se passe l'impossible. Ryu no Kenji se devient Météora. Comment peux-tu nous expliquer comment cela a pu, entre guillemets, comment ça a pu arriver? Comme je te disais, Kenji était pas un shinobi exceptionnel. C'était même un shinobi moins fort que la moyenne. C'est rapidement, évidemment, lui, il vivait déjà avec l'esprit, si on peut dire, ce qu'on va ensuite appeler Furyu en lui. Puis il connaissait le potentiel de cette créature-là, de cette âme-là. Mais il savait aussi que sans la puissance de Tsura, il serait jamais capable de pouvoir se battre au même niveau que le Lokage puis Yoru contre Maka. C'était impossible. Le rang, En fait, le rang maximal de Kenji, en réalité, là, c'était rang A, rang A+. Il aurait jamais dû être capable d'aller plus loin que ça en termes de puissance par lui-même. En fait, c'est un Ryu no Kenji assez, on va dire, complexé par sa propre force. Il souffrait d'un manque de confiance en lui, en fait, si je comprends bien non, tu essayes de nous expliquer. C'était pas un manque de confiance en lui, c'était vraiment son potentiel était limité à ça. C'était pas il était pas un shinobi talentueux. C'était pas un Onpu, c'était pas un Yoru. En fait, naturellement, ce n'était vraiment pas quelqu'un d'exceptionnel de base. Non, c'était un shinobi très ordinaire. Tu sais, souvent on parle dans le manga, on regarde, puis la plupart des shinobi sont des chunin, quelques jonin de temps en temps. Tu sais, moi, je vivais ça vraiment comme la culture à ce moment-là, du manga, de l'œuvre, comme laquelle chaque personne a un potentiel, puis ce potentiel-là, c'est pas tout le monde qui finit par devenir rang S, rang SSS. Là, malheureusement, aujourd'hui, sur le forum, ça ressemble un peu à ça, puis je m'en désole. Mais moi, je le voyais comme, il y a des shinobi qui ont le potentiel de se rendre jusqu'à B, il y en a jusqu'à A, il y en a jusqu'à S, puis Kenji avait pas le potentiel de dépasser le rang A. Sachant cela, Kenji était toujours complètement démoli par le fait d'avoir perdu son épouse. Pas son épouse, mais sa compagne, qui était Nishimura Kusanagi, et c'est le Kakumegon. Tous les membres du Kakumegon, à ce moment-là, j'aimerais le rappeler, étaient morts, sauf lui. À ce moment-là, tu imagines un peu le désespoir qu'il vivait. Ouais, il a souffert de son humanité, de son côté justement trop instable. Il était pas capable de vivre avec ça. Puis s'il y a quelqu'un qui peut en témoigner, c'est Abashi Zenshi, qui était à ce moment-là son bras droit, qui elle a été témoin de tout ça, puis elle serait capable d'en parler en long et en large. Mais évidemment, je veux pas m'étendre pendant 2 heures. En gros, Kenji a fait un pacte avec le Furio à l'intérieur de lui. Il a échangé sa puissance en échange de quelle, à partir du moment où Maka serait vaincu, Kenji obéirait puis laisserait Kansei no Tsura, le Furyu, prendre la place sur son corps. D'accord. Et suite à ça, il obtient cette capacité extrêmement puissante du phosphore. Oui. Il disparaît même dans une tempête de phosphore et pendant très longtemps, Ryu no Kenji était mort. Ce n'était plus que Météora. Pour tout le monde, un nouveau Nukenin extrêmement puissant et extrêmement sadique, un meurtrier, était arrivé et c'était Météora. C'est certain que moi, je voulais faire, comme je te l'ai dit, je voulais faire quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant.
Puis j'ai pas, moi, dans ma personnalité même, j'ai pas d'inhibition envers l'agressivité ou l'hostilité. Donc pour moi, jouer un personnage sadique, c'était faisable. Mais il fallait que je fasse bien attention. Évidemment, il y avait des limites, mais je voulais être assez agressif, assez violent pour que ça marque les gens sans pour autant les dégoûter, évidemment. Et Météora aussi, cette étrange. C'était une étrange chose, c'est qu'il semblait fétichiste des visages. Il aimait détruire les visages ou les voler. Enfin, il était fasciné par les visages humains. Ouais. D'où cette chose a pu lui venir? C'était naturel ou c'était une raison qui a fait qu'il était obsédé comme ça par les visages? Ça fait partie du background de Kenshin Utsura, le Furyu. Comme la plupart d'entre vous devez le savoir maintenant, tous les Furyu ont un jour été humains, ont un jour été des humains ordinaires. Si je veux éviter les grandes lignes, parce que c'est expliqué en long et en large dans mon background, Tsura était atteint d'une maladie dégénérative de la peau, rare et extrêmement grave. Tout contact avec de la lumière moindrement puissante faisait que sa peau brûlait puis devenait hideuse pendant des heures et des heures. Ce qui faisait que il était plus capable de montrer son visage en public. Puis Tsura, toute son enfance, avant que la maladie se manifeste, ça avait toujours été un des plus beaux enfants. Tout le monde lui disait qu'il avait un beau visage, qui était le plus beau, qui était le plus... que c'était incroyable là, comment il était beau. Puis à partir du moment où cette maladie-là a embarqué, il était obligé de cacher son visage, de mettre des masques. Puis là, tout le monde riait de lui. Tout le monde se moquait de lui. Puis le traitait de monstre. Ça, en ce sens-là, c'est sûr que c'est une histoire un peu typique, mais c'est ça qui a engendré, si on peut dire, l'obsession de Tsura par la suite pour les visages. Ouais, son sadisme, son côté vraiment sanglant, un assassin. Et c'est ce qui provoqua entre guillemets la colère de Myakudu Honpu qui se lança 2 fois à travers des tracks envers Météora, dont la deuxième finit par être la bonne en faisant que Honpu semblait tellement désespéré qu'il a décidé de se mutiler son propre visage. Comment ce combat aurait dû se passer? Qu'est-ce qui se serait passé si Honpu n'aurait pas eu cette terreur, j'ai envie de dire, de se lacérer lui-même le visage de cette façon? Est-ce que tu veux la version officielle ou officieuse? Je veux bien les deux. Ok. Pour tout raconter. La version officielle, c'était que c'était par rapport, c'était en accord avec les règles, dans le sens que c'était pour le mieux, pour ne pas que je tue son personnage. Parce que la version officieuse, c'était que j'avais gagné le combat. On était les deux d'accord sur le sujet, mais on a considéré les répercussions qu'aurait la mort de son personnage, puis on a déclaré que c'était pas possible pour Myakudu Honpu de mourir à cet endroit-là, à ce moment-là, dans ces temps-là, parce que le village avait trop besoin de lui. Puis ça aurait des répercussions trop sévères sur le reste, sur la balance de l'univers. En plus, on considérait que autant la mort de Myakudu Hon aurait aucun potentiel de RP productif, autant le fait que je sois capturé qui aurait beaucoup de potentiel par la suite côté RP. Donc c'est à ce moment-là que on a décidé, puis après avoir envisagé plusieurs avenues, je lui ai conseillé de faire en sorte que son personnage se mutile, etc. Donc ça l'a pas été, ça a été un revirement spectaculaire, mais ça s'est pas fait en 10 minutes. Là. On y a pensé pendant une bonne heure. Et s'ensuit un très long emprisonnement de Météora, Ouais. mais qui continue tout du moins à faire peur
à l'intégralité du village qui voit une bombe à retardement dans cette prison où était pourtant enfermé Météora, là où est-ce qu'il ne pouvait plus rien faire. Les gens continuaient à avoir peur de lui. Et Météora a créé comme... Ça a toujours été un peu mon but, c'est que Météora a créé comme une réputation, a créé comme un sentiment, pas une présence, mais comme une légende, si on peut dire. Parce que, écoute, Météora est le personnage qui a tué le plus de personnages sur le forum, statistiquement. C'est le personnage qui a tué le plus de personnes de tout l'univers du forum. Ça, j'ai pas besoin de calculer, là, c'est évident. Il a tué des centaines de personnes, d'enfants, etc. Plus le nombre de shinobi qu'il a tué aussi. D'où lui est venu son nom, celui qui chasse, le chasseur Météora. Ben oui. Mais un prédateur. Ça fait que les gens, même après qu'il ait été emprisonné, même qu'il n'y avait plus aucun pouvoir, aucune possibilité, même les joueurs derrière avaient encore de la difficulté à accepter, avaient encore de la difficulté à vouloir RP avec moi. Puis c'était correct, ça. Parce que rendu là, moi, j'ai jamais pu beaucoup RP, donc ça me permettait de contrôler, puis un peu de contrôler les ardeurs des nouveaux aussi. Donc, c'était plus une image qu'une réalité. Là. Mon personnage n'était pas vraiment effrayant en tant que tel, c'était juste la perception qu'on pouvait en avoir. Oui, mais enfin, je me souviens quand je suis arrivé sur ce forum, Météora était en prison, et pourtant, moi-même, on m'a dit plusieurs fois, on m'a mis en garde. Météora ne le croise jamais en RP. Jamais. Ça... Et plusieurs nouveaux, une vraie légende urbaine. À chaque fois qu'un nouveau arrivait, quand il demandait qui c'est qu'il faut craindre, de qui on doit se méfier, c'était un réflexe. Tout le monde disait automatiquement Météora. Ça... Avec un véritable tour de force d'avoir réussi à effrayer pendant aussi longtemps un univers entier. Ouais, j'ose espérer que je l'effraie encore un peu, mais ça se basait sur deux choses, ça. Puis ça se basait sur des faits réels, dans le sens que tout RP qui se faisait avec moi était un RP qui était potentiellement à mort. C'était un accord que la personne devait prendre avec moi à partir du moment où il RP avec moi. Ce qui faisait que les gens, premièrement, ça leur faisait peur, mais il y a aussi le fait qu'en tant qu'admin, je pouvais pas en forcer, mais je pouvais faire exécuter ce principe-là. Comme quoi, si ils acceptaient de RP avec moi et que je décidais de les tuer en combat, la mort était irréversible. C'était une mort du personnage pur et simple. Puis j'ai eu à appliquer ce concept-là une ou deux fois, je pense, aussi. Ça teste un peu la volonté de la personne avec qui je RP, parce que il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont prêts à faire ça, mais quand ils sont rendus au bout du gouffre, puis que la réalité est là, qu'ils vont peut-être perdre leur personnage, les choses sont différentes. Puis c'est peut-être de ça, je te dirais que la peur, la légende est née, je te dirais. Et parle-nous maintenant de ce que j'ai envie de qualifier de plus ou moins fin des aventures de Météora, car après sa libération de Konoha, on ne verra que très peu Météora. On verra sa fin, qui fut, et je parle en mon nom, et je pense en plusieurs autres noms d'autres personnes, qui n'ont pas vraiment compris qu'est-ce qui était arrivé à Météora. Encore une fois, ça, il y a une version officielle puis une version officieuse. Je vais commencer avec la version officieuse parce que c'est la moins le fun. Tout le monde le sait, mon activité est très chancelante. J'ai une vie assez compliquée entre les études, etc. J'avais pas beaucoup le temps de RP pendant cette période-là. Mais c'est aussi que je sentais pas le besoin de voir Météora prendre trop de place. Il y a au moins autant de gens qui comprennent pas qu'il y a de gens qui souhaitaient que Météora prenne moins de place dans la trame. Puis ça, je comprends parce que il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai un peu kidnappé la trame par moment, que je prenais toute la place, etc. Puis ça, je le comprenais, puis je le voulais pas. Donc, ce que je voulais faire, c'était de laisser plus de place au reste, laisser plus de place à la trame des Furieux pour que les gens en fassent qu'est-ce qu'ils veulent, sans que Météora soit nécessairement dans le décor. Maintenant, pour la fin de Météora, ce qui est triste,
Malheureusement, je vais devoir blâmer Thomas directement. C'est qu'il n'a jamais terminé le RP qui aurait été le RP de clôture de Météora, si on peut dire. Donc, on est obligé de l'arrêter parce qu'il répondait plus. Puis, j'ai juste disparu, si on peut dire, dans la nature. Théoriquement, il faudrait que j'écrive un RP de quelque chose comme 10 000 mots pour pouvoir expliquer tout ce qui s'est passé, puis la fin du personnage, puis etc. Mais j'ai pas eu le temps ni Donc, l'inspiration. Donc, officiellement, Météora a disparu, mais il est encore en vie. Nous pourrions peut-être un jour, éventuellement, revoir un dernier grand RP de Météora qui signerait la fin de ses aventures. Peut-être, peut-être pas. Maintenant, le temps a passé, puis les choses ont changé. Je ne promets rien, mais je vais recommencer à avoir du temps pour RP très bientôt. Puis à ce moment-là, je vais prendre une décision sur le personnage. Par contre, c'est certain, ça c'est certain, c'est que Météora ne sera plus le personnage qu'il a été autrefois. Par contre, moi, ce que je fais toujours, c'est que je vais regarder comment va le monde, comment l'univers se porte à SNH, puis c'est à ce moment-là que je vais décider ça va être quoi la place que j'aimerais que Ryu no Kenji prenne. Et en même temps, j'aimerais évidemment continuer mon deuxième personnage qui est Kentaro Atan. Kentaro Atan qui me permet de faire des RP plus, si on peut dire, normaux, habituels, ordinaires, tandis que Météora, j'étais un petit peu emprisonné dans la trame. C'est ça qui m'énervait aussi avec ce personnage-là, c'est que j'étais plus capable de faire quoi que ce soit sans qu'il y ait des répercussions. Un prisonnier de sa légende. Ben, un peu. Je pouvais plus RP avec qui que ce soit sans que ça tourne autour des Furious, sans que ça devienne complètement trame, etc., sans qu'il y ait beaucoup de répercussions. Moi, tout ce que je voulais, c'était RP, mais je me rendais compte que c'était plus possible. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai créé Kentaro Atan. D'accord. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à cet enregistrement. Pas de problème. C'est très intéressant. Je pense je vais essayer de refaire un SNH légende d'ici quelques temps sur Kentaro Atan. Oh, c'est pas, non, c'est pas une légende du tout, ça. Il est pas fait pour être une légende. Oui, mais c'est un Mizukage. Ah. C'est quand même un ex-Mizukage. Bon, ça me fera plaisir de t'en parler, mais c'est sûr que c'est un personnage qui a moins de sujets. Ryu no Kenji, Météora, c'est pas une vantardise, mais on pourrait en parler pendant au moins 2 autres heures, puis on n'aurait pas couvert tout le sujet. C'est mon œuvre forte, c'est un personnage que j'adore, puis je suis content quand les gens me disent que j'ai fait du bon travail, puis je comprends ceux qui trouvent que j'en ai pas fait du bon aussi. Moi, mon avis fin d'RPiste, bon, j'ai pas autant d'expérience que toi, j'avoue que ça fait que 2 ans que j'ai RP. Mais les 2 backgrounds les plus impressionnants, tout forum confondu, que j'ai vu en 2 ans, c'était Samidare et Taishiro et Météora. À part eux, je n'ai jamais vu des backgrounds aussi développés, des personnages aussi complets, complexes que ces 2 personnages-là. J'avoue que moi... Ouais. C'est certain que Taishiro, c'est un personnage extraordinaire. Moi, je vais pas mentir, effectivement, moi, Taishiro, c'est... Effectivement, je crois bien que même au-delà de Météora, qui est un personnage qu'en tant qu'RPiste j'aspecte beaucoup, Taishiro, c'est vraiment... Lui, il a mon admiration. J'adorerais devenir la moitié du personnage qu'il a été. Mais Météora, pour moi, ça reste un très grand, et je parle de manière complètement subjective, un très grand numéro 2 sur l'histoire des backgrounds. Ah ouais, non, c'est correct de se lancer des fleurs, mais Tekiro, c'est certain que c'est un personnage qui est extraordinaire, qui est extrêmement développé. C'est mené par un player qui a de l'expérience, beaucoup d'expérience. C'est certain, mais par contre, c'est un personnage qui est complètement différent de Ryu no Kenji. Puis Ryu no Kenji pouvait pas devenir ce que Tekiro est devenu. C'était impossible. Tout simplement, c'était l'idée du personnage même qui sont en contradiction, je te dis. Bon, mais merci beaucoup à Alex qui a participé à cet enregistrement. Je vous retrouve d'ici très bientôt pour le numéro 5 des SNH Légende formule normale. N'hésitez surtout pas à poster vos suggestions pour le prochain SNH Légende. Merci beaucoup et à bientôt.
Dans la catégorie à propos de, saviez-vous que... Rayuno Kenji, malgré tous ses déboires émotionnels, sa colère, les meurtres, etc., était un dragueur invétéré. Il a pratiquement dragué tous les personnages féminins avec qui il a RP. D'ailleurs, il a été consacré, à ce que je comprends, le personnage le plus sexy du forum, le Monsieur SNH. Donc, Ouais, d'après un sondage qui a véritablement eu lieu, que je vous invite à essayer de retrouver. donc faut croire que les femmes du forum aiment le sadisme, puis ça les excite. Hein, c'est comme ça. C'est qu'il était trop viril, notre météore. Faut croire. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain SNH Légende.